Bonsoir, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission Le Micro du Soir. Aujourd'hui, nous accueillons Rana Mokadem, ambassadrice du Liban à Bucarest depuis mai 2013, depuis plus de 10 ans donc. Avant cela, Rana Mokadem a été conseillère et représentante adjointe auprès des Nations Unies à Genève, en charge des droits de l'homme et des réfugiés. Et dans sa carrière très riche au sein du ministère libanais des Affaires étrangères, je note également qu'elle a été première secrétaire et chargée d'affaires à l'ambassade du Liban à La Haye, aux Pays-Bas, de 2000 à 2004, ainsi que responsable des activités consulaires et culturelles à l'ambassade du Liban au Caire, en Égypte, cela lors de ses premières missions diplomatiques. Madame l'ambassadrice, bonsoir. Bonsoir. L'introduction très résumée de votre carrière vous convient? Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, première question sur vos activités à Bucarest. Euh, il y a beaucoup de sujets à traiter, hein, et notamment, nous allons parler de votre pays, le Liban. Mais dans un premier temps, j'aimerais que vous nous parliez donc de votre ambassade. Vous avez organisé de nombreux événements culturels hein, à Bucarest, des concerts, des activités pour les enfants, hein, c'est ce que j'ai vu de ce que vous m'avez envoyé. Et vous avez aussi vous-même donné diverses conférences. Mais plus généralement, au quotidien, et je pense que c'est la question que se posent pas mal de passants qui passeront devant votre ambassade, que fait au quotidien et qu'est-ce que vous faites au quotidien vous-même à l'ambassade du Liban à Bucarest? Ah, merci pour cette question. C'est toujours d'ailleurs une question que les gens aiment poser, ce que fait Mhm, l'ambassadeur au quotidien. mhm, Et donc, d'habitude, ce que je fais moi-même aussi, c'est me concentrer sur les questions bilatérales, disons, entre le Liban et la Roumanie, que ce soit économique, culturel ou politique, savoir ce qui se passe en Roumanie et relayer les messages qui sont envoyés du Liban pour les autorités roumaines. Aussi la communauté libanaise, qui d'ailleurs n'est pas une grosse communauté, mais une communauté active à et Bucarest. historique, on peut dire. Hein, Oui, il y a beaucoup de Libanais qui sont installés depuis longtemps ils en sont Roumanie. installés depuis longtemps, disons, depuis 1989, mais même avant, donc ils ont été là. Et voilà, et donc je me suis aussi concentrée sur la diplomatie culturelle pour des raisons pratiques et personnelles, c'est-à-dire quand je suis arrivée ici en Roumanie, je me suis rendu compte que pour la Roumanie, la politique étrangère vis-à-vis le Moyen-Orient, c'est une politique très sage, très raisonnable, qui est basée sur plus une neutralité, ne pas beaucoup intervenir dans les questions, mais maintenir de bonnes relations avec tous les pays. Mettons de côté la question Israël-Palestine parce qu'ils interviennent de façon ou d'une autre dans ce conflit pour des raisons historiques, mais aussi un peu jusqu'à maintenant. Mais pour le Liban et pour les autres pays, ils sont vraiment un peu distants du côté de ce qui se passe chez nous. Et comme vous savez bien qu'on est en pleine crise depuis pas mal Mhm. de temps, donc j'ai remarqué que donc pour les Roumains, intervenir au Liban n'est pas une question qui les inquiète. Ils aimeraient être là, mais vraiment plutôt côté humanitaire, côté aider un peu, mais vraiment de loin. Et donc, du coup, le travail d'un ambassadeur, c'est-à-dire pour encourager ces questions-là, devient moins. De même pour l'ambassadeur du Liban en Roumanie. Il ne peut pas intervenir dans la politique roumaine. C'est un pays dans l'Union européenne, un pays dans l'OTAN. Donc, les intérêts communs entre le Liban et la Roumanie pour aujourd'hui, avec aussi la guerre en Ukraine maintenant, sont un peu moins. C'est Ouais. plus nous maintenir pour savoir ce qui se passe et suivre. Mais le Liban ne peut pas vraiment avoir un rôle. Donc c'est plutôt au niveau économique et Et culturel c'est pour ça. qu'il y a des Donc je me relations. suis dit Mhm. que c'est plus c'est là où je pourrais peut-être faire une différence. Mm. Et puis Et c'est ce qu'on appelle, pardon, excusez-moi, je vous coupe, ce qu'on appelle la diplomatie d'influence aussi, non? À travers le culturel, on fait du politique. oui, ça c'est vrai, ça c'est vrai. On construit des ponts Mhm. et on construit une base sur laquelle on peut opérer plus tard. Peut-être pas moi, peut-être d'autres, mais on facilite les échanges entre les pays et on facilite qu'ils se connaissent, qu'il y ait plus de connaissances de la part et de l'autre. Mhm. Alors, si vous le voulez bien, nous allons
parler un petit peu de votre pays, hein, parce que je pense que ça va intéresser ce que vous allez nous dire, hein, intéresser nos auditrices et auditeurs. Comme vous l'avez dit, le Liban traverse aujourd'hui une grave crise politique, économique, sociale, en partie suite aux terribles explosions, hein, rappelons-le, dans un entrepôt du port de Beyrouth, début août 2020, où étaient stockés sans précaution des tonnes de nitrate d'ammonium, des explosions qui ont fait plus de 220 morts et 6500 autres blessés. Alors, la situation, comme vous le dites, est toujours très compliquée au Liban. Euh, comment cela affecte-t-il votre travail ici? Comment, en tant qu'Europe, comment représente-t-on un pays qui est dans une telle crise? Alors, il y a quelque chose qui doit être un peu clair, c'est que le Liban, depuis 2005, depuis l'assassinat du Premier ministre Hariri, traverse des crises. Donc, et traverse des crises qui sont quand même aiguës. Mais après, on a eu 2006 aussi avec l'agression israélienne, qui n'était aussi une autre grande crise. Mais moi, je suis arrivée en 2013. Donc, on avait déjà un peu stabilisé après ces deux grands accidents tragiques dans l'histoire du Liban. Et voilà. Et donc, je peux dire que j'ai avant et après. Avant, en 2020, parce que 2020, c'est Covid. C'est aussi fin 2019, la rébellion dans les rues au Liban pour les demandes économiques et politiques, et l'explosion du port, effectivement, que vous avez mentionné. Donc, je vais être vraiment honnête à ce stade-là, parce que ce n'est pas facile d'être ambassadeur quand même d'un pays en pleine crise. Euh, la crise vous aplatit au début, c'est-à-dire vous ne savez plus quoi faire. Quand même, c'est énorme pour le Liban. C'est vrai qu'on a vécu une guerre civile, comme j'ai dit, qu'on a vécu beaucoup de choses avant, mais c'était trois très grandes choses l'une après l'autre sur un pays qui est déjà ramé pour reprendre le rythme qu'il avait avant. Pardon, excuse-moi, je vous coupe. Est-ce que vous diriez que 2013, 2019, enfin 2020, juste avant la pandémie, est-ce que vous aviez le sentiment que le pays redressait, commençait un petit peu à redresser la tête et puis après c'est Oui, retombé? oui, C'est ça, hein? oui, C'est ça oui, qui oui, est oui. d'autant plus douloureux. Oui, exactement, parce Mhm. qu'on commençait à redresser. C'est vrai qu'on avait aussi, on avait une vacancy présidentielle et on avait eu donc des Il n'y avait plus problèmes, de présent, oui. mais on a pu, c'est-à-dire on avait peu à peu surmonté un peu, mais en tension toujours. C'est-à-dire pas vraiment le Liban qu'on avait connu avant 2005. C'est-à-dire entre 90 et 2005 quand même, on a eu la reconstruction, on était vraiment en essor et en montée. Puis après, on a commencé, puis après, donc il y avait des hauts et des bas. Mais on peut dire qu'au moins pour mon travail en tant qu'ambassadeur, j'arrivais à faire beaucoup d'activités, à faire beaucoup de choses. Donc, je pouvais déjà faire beaucoup d'actions. Mais 2019 et 2020, ça a été vraiment, comme on dit, un très grand coup. Et d'ailleurs, on n'arrive pas encore à se relever, mais petit à petit, on a dû chacun sortir. Et là, c'est la crise qui vous apprend, parce que moi, je trouve que toujours dans chaque crise, il y a quelque chose qui vous force à sortir de vous-même et à être pas un peu, à être créatif. Et donc là, donc chacun de nous fait ce qu'il peut. Par exemple, une des choses que je faisais, c'était les étudiants libanais, qui à cause des crises financières, il y avait des étudiants qui pouvaient payer disons, payer leurs fees ici, Mhm. et soudain qui se retrouvent démunis Ouais. complètement. Donc on Ouais, qui a pouvaient vivre, qui pouvaient payer leur inscription à la Exactement, faculté, mais exactement. Et là, soudain, ils sont complètement démunis. Et voilà, donc on a mobilisé, donc disons la communauté libanaise. On a mobilisé aussi pour l'évacuation lors du Covid, mais aussi après pour venir en aide à ces étudiants. Et donc notre travail est devenu soudain comment souder donc la communauté entre elles, comment aider ces étudiants et comment essayer d'aider le Liban.
et continuer à montrer que le Liban est là, Donc, malgré tout. en amenant des étudiants libanais ici, c'est ce que vous Non, voulez en dire, aidant ou ceux qui sont là. ceux qui sont Ceux ici qui sont déjà? ici Mhm. déjà, et à l'occurrence aider pour avoir quelques bourses, encore en Mhm. plus. Et d'ailleurs, le gouvernement roumain a été très réceptif, et les universités ont été très réceptives pour être plus patientes avec les étudiants, et aussi pour Mhm. donner quelques bourses en plus, parce que tout le monde sait que c'est une crise quand même de banque où on ne peut plus avoir de liquidité, donc c'était quelque chose qui était très, très clair, Mhm. de ce dont se souffraient ces étudiants. Et donc, c'était pour l'ambassade très important, donc on a pu mobiliser entre la communauté libanaise et aussi les autorités roumaines, et ensemble, donc on a pu faire quelque chose, et là on a stabilisé un peu la question des étudiants, disons, pour le moment. Ils sont combien à peu près les étudiants À peu libanais? près 100, 200, entre 100 Mhm. et 200. D'accord. Oui. Ça, c'est d'un côté. Et d'un autre côté, par exemple, aussi des projets. Nous avons donc des projets pour le Liban. J'espère qu'on pourra avoir un projet de coopération entre le SMUD, entre Oui, euh, les services les d'urgence services d'urgence roumains. ici Mhm. et la protection civile au Liban, la défense civile. Mhm. Ce n'est pas évident. Donc, la défense civile au Liban, elle souffre aussi bien sûr, de manque de fonds, de manque de training, comme on Oui, dit, oui, de de formation. Mhm. formation. Et donc, les Roumains peuvent aider ici, mais c'est un effort aussi que la France, d'habitude, bien sûr, tous les pays méditerranéens et les pays amis du Liban, ils essaient aussi de faire de leur mieux pour aider, parce que quand même, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, les changements climatiques et les catastrophes qui arrivent d'on sait où, il faut être quand même mieux Mhm. préparé. Mhm. Donc, c'est des choses sur lesquelles je travaille, et autres que donc cette question de représentation qui devient importante, parce que moi, mon idée, c'était que on ne devrait pas apparaître comme down under, comme on a disparu sous la vague. Oui, Donc, il fallait montrer que. montrer qu'on est là. C'est d'une façon ou d'une autre disons, on résiste. On dit aussi ce mot résilience, on en Oui, parle, oui, oui, c'est très à oui. la mode. Mais donc, c'est une façon de montrer que le Liban est toujours là, et donc qu'on va sortir de cette crise Oui, tôt ou tard. ouais, quand je vous entends, je me dis que peut-être le corps diplomatique, mais que ce soit au Liban ou pour d'autres pays en crise, est-ce que vous diriez que c'est euh, une entité qu'on protège au maximum parce que c'est une entité qui peut précisément, parce elle est un petit peu indépendante des aléas politiques, on va dire, elle peut faire des choses indépendamment de ce qui se passe au niveau politique. Elle est protégée également. Vous sentez protégé ce corps diplomatique-là au Liban. Vous voyez ce que je veux dire? En principe, oui, c'est-à-dire, mais c'est un effort continu, parce Mhm. que c'est un effort continu. Et pour la simple raison, exactement comme vous venez de dire, c'est qu'on est censé, pour la communauté libanaise à l'étranger, ne pas prendre comment on dit, Parti, être oui. parti pour celui-là ou pour l'autre, et être pour tout le Liban et pour tous les Libanais. Et aujourd'hui même, comme les Libanais à l'extérieur, ce sont eux qui aident beaucoup le pays en crise, comme on a Mhm. tellement de Libanais à l'étranger. Donc, ce qui nous maintient maintenant, autre que les aides internationales ou autre que les aides internationales, c'est les Libanais. Et donc là, l'ambassade devient très importante, et le rôle de cet ambassadeur ou de ces consuls qui doivent être à l'écoute, et aussi à l'écoute des deux côtés, et ne pas prendre parti. Mhm. Et ce n'est pas évident, Et parce d'autant plus que en temps de crise. c'est Ouais, très, ouais. c'est très idéaliste, bien sûr, ce que je dis, mais c'est ce qu'on est Mhm. en train d'essayer de faire. Mhm. Est-ce que le fait que la Roumanie va rentrer l'année prochaine, une année de multiples élections, euh, par rapport au projet que vous avez envie de monter avec ces autorités-là, est-ce que ça freine un petit peu ce que vous avez planifié, ou alors est-ce que vous avez des personnes de contact dans les différents ministères qui ne vont pas nécessairement bouger, avec lesquelles vous pouvez travailler? Euh, bien sûr, je pense que c'est vrai qu'il y aura des élections, mais quand même, il y aura toujours des personnes Ouais. Vous avez votre fiables dans réseau. les autorités Mhm. avec qui on peut toujours travailler. Puis après, de toute façon, il y a quand même, comment on dit, l'administration roumaine, elle commence à avoir aussi sa flexibilité à Mhm. cause de ces changements. Et donc, c'est aussi pour eux Vous pouvez important de continuer à travailler. gérer, de Ouais. continuer à travailler. Et je l'ai appris aussi au fur et à mesure. Donc, Mhm. euh, c'est une façon de s'adapter aussi
au changement. Mhm. Et en vous écoutant, je me rappelle d'un écrivain académicien français que j'ai écouté dernièrement, Daniel Rondeau, qui est un grand amoureux du Liban, et il parlait de votre pays, et notamment des Libanais. Et il parlait magnifiquement de la force de ce peuple, qu'il était allé une centaine de fois au Liban, qu'il n'avait rien visité au Liban. Ce qui l'intéressait, c'était les Libanais, qu'il était complètement fasciné par la force de ce peuple. C'est aussi ce message-là, je suppose, que vous avez envie de rendre, d'envoyer, vous et tout l'ensemble du corps diplomatique libanais. Donc, que vous êtes des personnes, je ne vais pas utiliser le mot résiliente encore une fois, mais avec beaucoup d'énergie et beaucoup je dirais, de joie en vous, hein. Oui, effectivement, Mhm. effectivement. Donc ce n'est pas une question, c'est une question de tous, comme vous Mhm. avez bien dit. Mhm. Alors, j'aimerais maintenant qu'on parle d'une question qui est compliquée. Alors, je vous demanderai peut-être votre sentiment et non pas une analyse de ce qui se passe, parce que vous allez être d'accord avec moi, c'est compliqué, mais comme vous êtes familière de la thématique des réfugiés et qu'il y a des vagues de réfugiés qui traversent la Méditerranée au péril de leur vie depuis plusieurs années, euh, vous, en tant que représentante d'un pays méditerranéen, euh, qu'est-ce que, parfois, et en tant que spécialiste des problèmes de réfugiés, comme j'ai dit en introduction, vous avez travaillé à Genève, hein, aux Nations Unies, par rapport à ce problème-là. Euh, Qu'est-ce que vous avez envie de dire? Quels sont les messages que parfois vous aimeriez envoyer aux pays occidentaux? Ben, ce que je pourrais dire, c'est que le problème des réfugiés est vraiment, il y a une définition qu'ils aiment dire parfois aux Nations Unies, et que je trouve qui est vraiment bien pour la question des réfugiés, c'est que there is no one size fits all. Donc il n'y a pas une solution et il Mhm. n'y a pas une question, c'est-à-dire une question de réfugiés qu'on peut comparer, c'est-à-dire Il elles n'y a peuvent pas un être modèle comparables, qu'on peut mais appliquer, il y a voilà, de pas solution, un ouais. modèle. Mhm. Mais ce qui est à noter, c'est que aussi, je vais dire que le Liban, on peut ne pas penser que le Liban est un pays à observer pour la question des réfugiés, mais le Liban est très intéressant parce qu'il est passé par toutes les étapes. Il est passé par être un hôte de réfugiés, très ouvert, mais après un peu fermé, qui avait peur pour son existence à cause des réfugiés. Je parle en l'occurrence de la question palestinienne. Après, donc il passe toujours une crise existentielle à cause des réfugiés. C'est un cas extrême, mais on peut aussi voir les questions que parfois les gens ne comprennent pas. Moi, je me sens d'une façon ou d'une autre au milieu. Quand je vois, là, je parle en tant que libanaise, que diplomate libanaise, pas en tant que spécialiste des questions de réfugiés. D'un côté, beaucoup de réfugiés vraiment ont besoin, c'est-à-dire quand ils sortent de leur pays, ils sont forcés. On ne sort pas de son pays et on n'oublie pas sa maison, on n'oublie pas sa terre, juste pour aller autre part, si on n'est pas vraiment forcé par le conflit, si on n'a pas peur pour sa vie. Quand c'est un réfugié. Quand c'est mixte, donc c'est des mouvements mixtes, quand c'est quelqu'un qui va pour le travail, aussi d'une façon ou d'une autre, il est forcé, mais il n'est pas comme le réfugié Pour des raisons économiques, pour des ouais. raisons économiques. Mhm. Et là, il faut toujours faire une différence Mhm. entre celui qui part pour des raisons économiques et celui qui part parce qu'il a peur pour sa vie. Alors, pour celui qui part parce qu'il a peur pour sa vie, quand même, il a besoin d'être aidé. Et parmi ceux-là, on ne peut pas dire que tout le monde est la même chose. Il y a des réfugiés qui ont fait une grande différence dans la vie des nations. Mhm. Les États-Unis ont été construits avec tellement de réfugiés, que ce soit les Italiens, les Irlandais, Mhm. qui ont donné au pays Des Libanais. des Libanais plus tard, mais qui ont donné vraiment une importance Mhm. à ce grand pays qui est devenu le Mhm. leader mondial. Mhm. Donc, mais d'un autre côté, il y a aussi parfois des réfugiés qui abusent, donc il n'y a pas vraiment, on est aujourd'hui, on peut pas dire qu'il y a une chose, il faut toujours aider. Et c'est ce qui fait parfois que les États occidentaux sont en crise. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on polarise et on dit c'est ou noir ou blanc. D'un autre côté, dans les pays occidentaux, il y a cette tendance à mettre tout le monde dans la même situation et de regarder tout le monde comme si c'était tous ceux qui venaient, c'était des problèmes. Il y a parmi ceux-là qui seraient à problème, mais il y a d'autres vraiment qui sont, même ceux qui viennent pour des raisons économiques, il y a ceux qui voudraient améliorer leur vie, qui sont prêts à apprendre, qui sont prêts à entrer dans le système
pour pouvoir s'intégrer et faire une nouvelle vie. C'est la promesse d'une nouvelle vie. Moi, je pense qu'il ne faut pas isoler la question. Les partis, je ne suis pas là pour parler politique, mais quand on parle, parfois, je n'écoute pas beaucoup, donc je ne suis pas beaucoup ce qui se passe en France ou en Italie concernant les partis d'extrême droite. Mais ce que je pense, ce qui manque au débat aussi, c'est que, et parfois peut-être, ils ont peut-être parlé, mais je ne sais pas, il faut aussi penser aux causes de ces mouvements d'exode. Donc, d'un côté ou d'un autre, je crois que l'Union européenne, spécialement, ceux qui sont proches de nous, que ce soit la France, l'Italie, l'Espagne, les Méditerranéens, il faut qu'on travaille ensemble pour essayer de résoudre quelques problèmes dans nos pays. Parce que s'il n'y a plus de guerre au Liban, s'il n'y a pas de guerre en Syrie, ce sont de très beaux pays. Et les gens aimeraient vivre là-bas. Peut-être même il y aurait des Français ou des Italiens qui aimeraient venir vivre chez nous, comme dans les années 60. Dans les années 60 ou avant, quand on avait des Italiens, Alexandrie qui avait des Italiens, des Grecs. Donc c'était Ladaki, la même chose. Donc Beyrouth à un moment aussi. C'est des villes cosmopolites et il faut qu'on les sauve. On peut pas laisser. J'ai l'impression que la communauté internationale a décidé de nous laisser comme ça, de nous oublier, que ce soit le Liban ou la Syrie. C'est ce qui fait peur. C'est-à-dire, si je passe à une autre, que vous ne m'avez pas posé, une autre question, mais c'est ce qui me fait peur. J'ai l'impression qu'on nous oublie et que l'Union européenne se fait en forteresse et que tout l'important, c'est que combien on peut arrêter de migrants à Lampedusa, combien on peut arrêter de migrants du côté du Maroc, mais on pense... on a baissé les bras. On ne peut pas baisser les bras. C'est vrai que nos situations ne sont pas faciles et je suis là pour le dire. Mais on ne peut pas baisser les bras parce que la solution n'est pas se fermer, c'est essayer de nous aider à résoudre et qu'on n'ait plus ces vagues à l'infini, le plus qu'on peut, parce qu'il y a des choses qu'on ne pourra pas arrêter. Par rapport à ce que vous dites, ces réfugiés, ils subissent souvent des conflits, des guerres, parfois ils sont soumis à des purifications ethniques. Et vous, quand vous voyez aujourd'hui, c'était le début du XXIe siècle, ce nombre très important de guerres, que ce soit en Ukraine et ailleurs, des guerres qu'on a parfois tendance un peu à oublier, des conflits. En tant que diplomate, intrinsèquement, vous travaillez pour la paix. C'est une de vos raisons d'être, d'essayer de trouver des voies diplomatiques. Est-ce que ce recours à la guerre peut être, dans certaines situations, justifié? Il semblerait que oui, en Ukraine, vu qu'il y a eu une agression de la Russie. Mais nous n'allons pas toucher le sujet de l'Ukraine, mais plus généralement, quel sentiment, encore une fois, vous avez par rapport à ces guerres? Est-ce que vous vous dites que elles pourraient être... on pourrait passer par d'autres voies, et notamment la voie diplomatique, dans beaucoup de cas, avec un peu de patience? Avec un peu de patience, oui, bien sûr, on devra essayer, c'est-à-dire, comme vous dites, on est pour la paix. D'habitude, les diplomates et les voies diplomatiques, ce sont les voies qui sont les plus favoris quand on veut vraiment avoir la paix. Mais le problème, il y a deux problèmes ici, c'est-à-dire deux problèmes, il y en a plus, mais disons, l'inégalité, c'est-à-dire le fait que si l'un est beaucoup plus fort que l'autre, même quand on pense à la paix, je ne sais pas dans quelles conditions on peut négocier une paix s'il y a vraiment une grande différence entre un pays qui a derrière lui. Et qu'il en va de la survie du pays même. Oui, exactement. Il peut disparaître. Ouais. Oui, exactement. Donc, ce n'est pas facile parce que si on pense aux voies diplomatiques, il faut aussi penser à comment compenser. On ne peut pas être tous avec un pays contre, disons, un petit pays et laisser le petit et dire après, voilà, c'est les voies diplomatiques, c'est la voie de la paix. Et en même temps, il y a aussi la question de la justice parce que c'est vrai que maintenant, c'est aussi une autre tendance et ça dépend des conflits. Ce que parlent beaucoup, bien sûr, les pays arabes et les autres pays du monde, disons les autres pays du monde, parce que parfois on ne les écoute plus maintenant avec les échos de la guerre d'Ukraine,
c'est que dans les conflits qui sont dans ces autres parties du monde, on ne parle pas de justice, on parle de pratique. Donc maintenant, c'est fini le conflit, il faut qu'on termine le conflit. Donc on commence, on oublie le passé et voilà, on commence aujourd'hui. Si les accords de paix ne sont pas sur des bases solides, des bases qui sont pour la paix du futur et qui ont de la justice, ils ne vont pas plus pas être respectés au futur. Donc on ne fait rien. On stabilise seulement en attendant un autre conflit. Il faut un Donc travail de mémoire il faut aussi, ne pas exactement, oublier. Oui. exactement. Et donc je crois que ces questions, donc c'est important de travailler pour la paix, mais aussi en même temps en respectant les droits et en respectant les droits de l'homme et le droit international, mais pas une paix qui soit faite sur la paix de la force, le loup et l'agneau. Mhm. Euh, Madame l'ambassadrice, je vous propose de terminer cet entretien sur la Roumanie. Ça fait plus de 10 ans que vous êtes là. Comment vous l'avez vu évoluer, ce pays? Ah, c'est une de mes questions favorites. Parce que c'est vrai que l'avantage que je suis restée 10 ans, c'est d'avoir pu voir comment la Roumanie a évolué positivement ces 10 années. Mhm. Donc, euh, euh, ça se note, c'est-à-dire pour quelqu'un qui est de l'extérieur, parce que je reste de l'extérieur, même si ça fait 10 ans que je suis là. Donc, ça se note que le pays a beaucoup évolué positivement. Euh, il y a des gens qui le notent seulement de façon beaucoup plus d'investissement, de nouveaux immeubles, des immeubles de bureaux, comme ce beau immeuble où je suis aujourd'hui. Mais c'est pas seulement cela. Il y a aussi une montée à petits pas, une évolution à petits pas beaucoup plus positive, une certaine, comment on dit, les Roumains sont plus sûrs d'eux-mêmes. C'est un pays qui peut jouer un rôle plus important, qui ne le voit pas encore, mais Mhm. qui peut-être peu à peu, je crois qu'il évolue vers cette direction, qui peut se retrouver parmi les pays européens, qui a eu un passé très lourd et qui se libère peu à peu. Parce que là, je crois que de temps à autre, on ne sent plus le poids du passé comme je le sentais quand je suis arrivée au début, il y a 10 ans. Donc, c'est ce que je trouve qui est plus positif. Autre que bien sûr le développement économique et qu'on voit qu'il y a une amélioration des salaires, donc il y a tous les indicateurs économiques qu'on connaît bien. Donc, mais aussi ce sentiment des Roumains qu'ils peuvent être plus importants euh, euh, Et puis, sur la scène mondiale. voilà, et puis cette jeune génération avec laquelle vous travaillez, hein, je pense que vous êtes en contact avec des ONG, vous avez vu en 10 ans comment la société civile s'est concrètement développée, hein. Moi, je me rappelle quand je suis venu ici, il y a un petit peu plus longtemps, il n'y avait pas tout ce bouillonnement associatif, notamment, qui fait beaucoup pour justement que les Romains aussi euh, pensent différemment leur pays. Et est-ce que vous avez le sentiment que, on parle beaucoup d'émigration, évidemment, la Roumanie est toujours un pays Mhm. d'émigration, aussi commence à devenir toujours plus un pays d'immigration, hein, d'après ce que j'ai lu dernièrement. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a quand même aujourd'hui plus de jeunes qui restent, jeunes Roumains qui pourraient partir n'importe où, mais qui restent dans leur pays, qui se disent qu'il y a des choses à faire? Euh, C'est mon sentiment, mais je ne sais pas si vous le partagez. Pas encore Mhm, aussi tellement comme il devrait être. mhm, C'est-à-dire, il y a une chose qui manque, c'est-à-dire moi et vous, on voit que la Roumanie, elle va mieux, mais ce qui manque encore, c'est que les Roumains eux-mêmes y croient. mhm, Parce que parfois, beaucoup de fois, par exemple, je dis que j'ai vu que la Roumanie s'améliore et les Roumains doutent de ce que je dis. Et donc, je me dis, mais d'un autre côté, il faut que eux aussi, ils absorbent que le pays va mieux. Il va évoluer. Le seul problème, c'est peut-être, je vois que dans la société roumaine, peut-être les jeunes aussi, parfois, c'est qu'ils sont un peu impatients, mais c'est la jeunesse partout dans le monde, c'est pas seulement les Roumains. Ils sont un peu impatients et se comparent parfois, disons, à autres pays occidentaux qui ont d'ailleurs aussi beaucoup souffert pour arriver là où ils sont, mais à des stades différents. Donc, il faut juste regarder leur pays et voir que vraiment, il commence à être, il a beaucoup de potentiel. Il y a beaucoup de potentiel encore. Et là, il y aura plus de gens qui resteront. Parce que c'est vrai que aussi l'immigration, quand on a parlé de réfugiés ou d'immigration,
le pays source, disons le pays d'où les gens partent, il perd beaucoup. Il perd une énergie, il perd une volonté de changement, D'entreprendre, oui. d'entreprendre. Donc, mais je sens que effectivement, on est entre deux. Donc, on n'est pas encore arrivé au niveau où les jeunes sont non, je reste, mais il y en a quelques-uns, oui, mais ça va venir, je pense. Je suis très optimiste pour cela. Dernière petite question, Madame l'ambassadrice. Vous, personnellement, pourquoi vous aimez la Roumanie et notamment Bucarest? Pourquoi vous vous y sentez bien? Parce que c'est une ville cosmopolite. C'est une ville, c'est aussi, comme vous avez dit au début, les Libanais. Moi, j'aime beaucoup les Roumains. C'est-à-dire, je pense à la Bucarest elle-même. J'aime bien Bucarest parce qu'il y a les côtés Petit Paris, mais les côtés aussi oriental. Je peux tout. Vous En ressentez plus, ça, hein, ce côté oriental à je peux le Bucarest. ressentir. C'est ça. Donc, mais j'aime bien les Roumains parce que je sens que les Roumains sont très ouverts, sont des personnes qui aiment tout savoir sur toutes les autres cultures. Euh, je n'organise jamais des activités sans qu'il y ait beaucoup de Roumains qui soient là et qui adorent et qui aiment. C'est pour ça que j'aime bien les Roumains parce que c'est des gens qui ont aussi eu beaucoup d'influence. Un peu comme les Libanais. Ils ont eu les influences des Slaves, les influences ottomanes, les influences des Russes, les influences austro-hongroises. Donc, il y a tout, ce qui fait que le Roumain, il a comment on dit, des layers, des strates, Oui, disons. oui. Donc, la personnalité, et ça, c'est pour un Libanais, c'est très fascinant. Ouais. Parce que c'est aussi, ça veut dire on se sent bien et on se comprend. Tout à fait. Mais vous décrivez très bien ce sentiment que je ressens également en Roumanie. Madame l'ambassadrice, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ça a été un plaisir. Merci. Merci beaucoup. Chères auditrices, chers auditeurs, merci d'avoir été avec nous. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site rfi.ro à partir de la semaine prochaine et également sur la page Facebook de RFI dès maintenant. Week-end Placoute. Au revoir.